Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mon très cher frère Guillaume, cher grand maître, chers invités, soyez les bienvenus à ce nouveau chantier de la République, rendez-vous mensuel du Grand Orient de France, dont le fil rouge cette année, je vous le rappelle, est la dignité humaine. Nous avons, depuis le mois de septembre 2023, abordé les thèmes suivants: la précarité étudiante, la fin de vie digne, la situation en Iran et la dignité en prison. Ce soir, notre thème de travail, je dis bien de travail parce que vous allez participer, est habitat, fabrique du citoyen, dignité de l'être humain. Dans notre pays, nous comptons plus de 4 millions de mal logés, 12 millions de personnes en situation de fragilité, dont 300 000 sans logis, y compris des enfants. 2022, 17 500 expulsions par les forces publiques. Un record, oui. Ce thème constitue un défi donc à la fois quantitatif et qualitatif auquel le Grand Orient de France souhaite pleinement s'associer dans le cadre de sa volonté historique d'amélioration de la société. Cette conférence est relayée en direct sur notre chaîne YouTube. Je salue donc nos amis qui sont devant l'écran. Un numéro de téléphone a dû s'afficher sur votre écran. J'ai le téléphone dans la poche. Vous pourrez donc participer à la conférence en envoyant un SMS. Sans plus attendre, je passe la parole à notre frère Patrice Genet pour quelques propos introductifs. Madame la ministre, grand maître, mon très cher frère Guillaume, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, cette conférence qui est dédiée à l'habitat, fabrique du citoyen, dignité de l'être humain, doit nous interpeller tout à la fois sur le logement social, le mal logement et l'habitat indigne. Le logement social est aujourd'hui la seule réponse donnée au mal logement, alors que son offre reste très éloignée de pouvoir satisfaire les demandes, et alors même que toutes les personnes mal logées ne déposent pas de demande. Alors, pour planter le décor, il y a les chiffres officiels, bien sûr, et il y a les réalités qui ne se laissent pas prendre dans les pièges de la statistique. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre se suffit à lui-même pour souligner que la bombe sociale du logement a bien explosé. Faute d'une réponse suffisante, ce sont des milliers de personnes qui ne disposent pas toujours d'un hébergement, et parmi elles, toujours plus de femmes et d'enfants. Des jeunes qui renoncent à leurs études faute de logement, des demandeurs de logement social en concurrence pour accéder à un logement quand la demande est 4 à 5 fois supérieure à l'offre disponible annuellement, des ménages confrontés au rétrécissement de l'offre locative privée compte tenu de l'emprise croissante des meublés touristiques. D'autres chiffres sont éloquents. 2,5 millions de ménages sont en attente de logement social. 330 000 personnes sont sans domicile. Près de 100 000 ménages prioritaires au titre de la loi DALO sont en attente d'être relogés. Quant à l'hébergement d'urgence, eh bien le constat est simple. La pénurie d'offres, malgré l'augmentation relative du nombre de places, conduit à hiérarchiser la misère et parfois à organiser la rotation entre les structures d'hébergement, afin d'offrir un moment de répit à celles et à ceux qui n'ont que la rue comme horizon. Mais ce n'est pas tout. À côté de l'absence de logement ou du non-logement, le mal logement renvoie aussi aux mauvaises conditions d'habitabilité. C'est ce que j'appellerais le déficit de confort d'usage. Près de 5 millions de personnes vivent dans des passoires thermiques, dans des espaces humides et non ventilés, avec des installations électriques non conformes, dangereuses, avec des équipements sanitaires défaillants, pour ne pas parler parfois de leur absence, de ces équipements sanitaires. Et là, nous approchons de l'habitat indigne, parfaitement défini par une loi de 90. Constitue un habitat indigne les locaux ou les installations utilisées aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage,
ainsi que les logements dans l'état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Malgré la loi ALUR et la loi Elan, on compte près de 500 000 logements indignes aujourd'hui, sur tout notre territoire, qui prospèrent au même rythme que les marchands de sommeil. Pourtant, est-il utile de rappeler que le logement est un besoin humain fondamental qui a été inscrit par les Nations Unies dans le droit international relatif aux droits de l'homme? Mais de quel logement parlons-nous? La loi du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement urbain, que vous connaissez, dite la loi SRU, impose à certaines communes, sous peine de pénalité financière, de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. Le mode de calcul était assez complexe, mais résumons 20 à 25% minimum suivant la taille de la commune, en principe de plus de 3500 habitants, en dehors de l'unité urbaine de Paris, avec tout un dispositif complexe d'exemption, suivant des contraintes contextuelles. Or, aujourd'hui, toujours suivant le rapport de la Fondation Abbé Pierre, sur 1031 communes concernées, 659 d'entre elles n'ont toujours pas atteint leur objectif. Et certaines communes, d'ailleurs, préférant payer les pénalités que de construire des logements sociaux. Voilà, Madame la Ministre, Messieurs, Mesdames, le triste constat rapidement brossé d'une situation alarmante, alors que la pauvreté et la précarité progressent au sein de notre société. Le Grand Orient de France, qui agit comme une vigie de la République, ne peut rester insensible à cette atteinte à la dignité humaine, parce que nous pensons qu'il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité que la recherche et le respect de la dignité de chacun. Or, le droit au logement est un marqueur de la dignité. Je vous remercie. Je vais maintenant inviter notre sœur Gloria à venir vous présenter nos 3 intervenantes ce soir. Gloria. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers grands maîtres, chers invités, pour devenir pleinement soi-même, et nous maçons connaissons l'importance de cette entreprise ô combien difficile dans notre parcours, il faut au préalable avoir satisfait le besoin primaire, dont celui d'un domicile décent et bien à soi. Sur ce sujet de l'habitat et des inégalités d'accès, nos 3 invités vont nous apporter leurs éclairages. Michel Barthès a été enseignant à l'École normale de Perpignan. Il a également été responsable du secteur sport-jeunesse, solidarité internationale à la Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales. La Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales, justement, dont Michel Barthès est actuellement le président, gère l'unique foyer des jeunes travailleurs à Perpignan. Ce foyer héberge des jeunes en insertion. Une équipe des travailleurs sociaux assure leur accompagnement dont l'objectif est de les aider à devenir acteurs de leur vie. Ces jeunes sont demandeurs d'emploi, apprentis, étudiants. 90% d'entre eux sont en dessous du seuil de pauvreté. Figure bien connue dans l'Hexagone, Jean-Baptiste Ayrault est un esprit libre. Les luttes sociales sont son moteur. Dans les années 2000, il se mobilise contre l'abrogation de la loi de 1948 qui encadre les loyers. Il dénonce les rénovations urbaines de l'Est parisien, visant, selon lui, à évincer les couches populaires. À la suite d'incendies criminels sur Paris en 1986, il devient un infatigable activiste en faveur des sans-abri, des mal-logés. Il met en place l'association Droit au logement en 1990, dont il est le porte-parole. Proche de l'abbé Pierre, il lutte contre les expulsions et porte la revendication de la réquisition des logements vacants. Il a participé à l'ouvrage collectif Alter Gouvernement, publié en 2012. L'engagement politique de Sylvia Pinel est riche d'expérience. Parmi les nombreuses fonctions occupées, voici une synthèse de son parcours. Elle a été vice-présidente aux droits des citoyens, à la sécurité et à la justice du Parti radical de gauche. Elle a également présidé cette formation politique et en a été le porte-parole. Sylvia Pinel a été députée du Tarn-et-Garonne.
Elle a été ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme entre 2012 et 2014, puis ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité entre 2014 et 2016. Depuis 2022, elle est consultante en matière de conseil aux entreprises. Par ailleurs, elle fait partie du comité d'émission de LP Promotion, acteur de l'immobilier engagé depuis 2018 dans la transition sociale et environnementale. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Monsieur Michel Barthès, je vous invite à venir prendre la parole. Grand maître, mesdames, messieurs, c'est un honneur doublé d'un plaisir que d'être ici en ces lieux en votre compagnie. Je le dois, et je veux en remercier, à mon ami René Durand. Il m'a gentiment demandé d'intervenir ce soir dans le cadre des chantiers de la République dont le thème général est la dignité humaine et d'aborder celui de l'habitat des plus défavorisés. C'est au travers d'un cas concret, très concret, de mise en œuvre d'une politique publique pour le logement des jeunes, au travers de la gestion d'une résidence habitat jeune par la Ligue de l'enseignement, que je me propose de répondre à sa commande. Nous allons voir comment, à partir d'un appel à projet lancé par l'État, la Ligue de l'enseignement DPO, étape après étape, a construit sa réponse et proposé un projet cohérent. Alors, à mon accent, vous devez certainement deviner que, comme René Durand, je suis originaire du Nord de la Catalogne, bien évidemment, des Pyrénées-Orientales plus exactement, d'un département dont Perpignan est la préfecture, et pour situer le contexte politique, Louis Alliot, maire de Perpignan, 4 députés, toutes du même parti que lui, un sénateur et une sénatrice du parti Les Républicains, un département présidé par une élue socialiste et enfin une communauté urbaine, Perpignan Méditerranée Métropole, à la tête de laquelle figure un élu qui a démissionné il y a quelques jours du parti des Républicains. À noter l'absence d'élus LFI dans chacun des scrutins majeurs. J'aborderai dans quelques instants un des éléments du contexte économique de ce département de 226 communes, avec quelques 490 000 habitants, dont 120 000 pour Perpignan et 280 000 pour la métropole. Il y a quelques mois, à peine se tenait en ces lieux une conférence publique sur la précarité étudiante, et nous verrons que nous allons retrouver des problématiques communes. Quoi de plus normal, les étudiants, en règle générale, sont des jeunes. Et nous verrons que nous pourrons peut-être apporter quelques solutions à ces problématiques rencontrées. Lorsqu'on lit l'objet de l'association, la Ligue de l'enseignement, l'objet qui figure à l'article 3 de ses statuts, il est stipulé qu'elle a pour but, au service de l'idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l'éducation sous toutes ses formes. En étant gestionnaire d'un parc immobilier de 112 logements, et plus du double en 2025, la Ligue de l'enseignement n'est-elle pas éloignée de son projet associatif? Est-elle à sa place? En quoi contribue-t-elle ainsi à l'éducation sous toutes ses formes? Pour répondre à ces questions, il n'est pas vain de revenir en arrière et d'examiner les raisons qui ont justifié un tel choix. Pour cela, je vais m'appuyer sur le projet actuel de prendre la gestion de 130 nouveaux logements et commencer par le commencement. C'est l'État qui a réalisé en 2021 une étude sur le logement des jeunes dans le département des Pyrénées-Orientales, étude sous le pilotage de la Direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités, la DETS, et des partenaires du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Du plan d'action ressortent 4 orientations stratégiques, dont l'une vise le renforcement et la diversification des offres dédiées aux jeunes. Il y est noté que le département des Pyrénées-Orientales se caractérise par de forts indicateurs de précarité, dont un taux de pauvreté le plus élevé de la région Occitanie, c'est le 2e français, supérieur de 4 points à la moyenne régionale et de 6,4 points à celui de la moyenne nationale. La catégorie des moins de 30 ans était en 2018 la plus touchée par ce taux de pauvreté, tant à l'échelle de la région Occitanie que du département.
Dans ce contexte départemental, où accéder au logement et s'y maintenir est difficile, les jeunes de 16 à 30 ans cumulent, à l'instar de tous les jeunes du territoire, des contraintes supplémentaires. En effet, ces jeunes ils sont soumis à des statuts professionnels et des formations divers et extrêmement poreux. Ils sont tour à tour en formation. Les jeunes ils sont soit en stage, soit en alternance, en apprentissage, en insertion, dans l'enseignement technique ou professionnel, en activité salariée plus ou moins précaire, souvent plus que moins, en temps partiel, en CDD, en CDI, en recherche d'emploi, cumulant parfois certaines situations ou connaissant dans leur parcours des retours en arrière douloureux. On observe des diversités de situations familiales, une mobilité géographique et résidentielle particulièrement forte, avec un faible niveau de ressources. C'est ce qui ressort de l'étude. 32 400 jeunes décohabitants de 15 à 30 ans sont majoritairement installés à Perpignan et sur le littoral. Alors, la décohabitation, c'est le moment au cours duquel des personnes formant un même foyer cessent d'habiter sous le même toit. Par exemple, à la suite d'une rupture familiale ou conjugale ou affective, d'une nouvelle situation professionnelle ou pré-professionnelle, ou d'autres cas tout autant problématiques pour les jeunes. La création d'une deuxième résidence habitat jeune, on appelait ça avant les foyers jeunes travailleurs, ça a changé de nom mais c'est la même chose, est alors décidée en janvier 2022. Et l'État lance un appel à projet, la préfecture, l'État en l'occurrence, pour la construction et la gestion de 130 logements supplémentaires. Les logements, c'est autant de lits, puisque c'est des studios, puisque les jeunes, à part les résidences universitaires, ne trouvent pas des studios. 100 sur le territoire, sur le littoral, sur Perpignan, pardon, et 30 sur le littoral, parce qu'on a aussi la particularité d'avoir un littoral où les jeunes, parfois, trouvent du travail, notamment les saisonniers, mais ne trouvent pas à se loger et sont victimes, je dirais, de logements précaires. La résidence devra répondre en priorité aux besoins des jeunes en voie d'insertion sociale et professionnelle. Une offre ciblée en direction des apprentis devra être étudiée, intégrant les alternants et les apprentis mineurs. Donc voilà quel était le cadre. Forte d'une expérience de plus de 12 ans de gestionnaire d'une première résidence habitat jeune, la Ligue de l'enseignement ne pouvait pas ne pas répondre à cet appel à projet. Au travers du projet d'établissement qu'elle allait proposer, elle entendait démontrer que ce foyer jeune travailleur, cette résidence habitat jeune, n'était surtout pas une résidence hôtelière pour jeunes, mais un véritable et formidable outil d'éducation, grâce à l'accompagnement assuré par une équipe éducative motivée, disponible et compétente. Toutes les activités proposées, nous le verrons plus tard, y sont en fait utilisées comme autant de moyens de levier éducatif au service et au soutien des résidents. La Ligue des PO, des Pyrénées-Orientales, déposa début juin 2022 un dossier de candidature à la gestion de CFJT de 130 logements. En fait, ce sont des studios de 20 mètres carrés, tout équipés. Si au niveau du volet accompagnement social, la Ligue pouvait se référer au projet d'établissement mis en œuvre au sein du premier FJT, il lui a fallu trouver en quelques semaines le foncier, le constructeur et le partenaire financier. Et vous conviendrez, chers amis, qu'il s'agissait d'un vrai challenge alors qu'on sait que le coût du projet, estimation juin 2023, était entre 10 et 11 millions d'euros. Je sais, René Durand le sait comme moi, qu'on dit parfois que les Catalans sont têtus. Ah, je vois. Nuance, ils sont tenaces. C'est pas pareil. Et c'est cette ténacité qui a contribué à ce que nous trouvions des partenaires sérieux, fiables et fortunés. Et le tout en 4 mois. C'est ainsi qu'un groupement solidaire fut constitué. Il réunissait un promoteur comme constructeur, l'établissement social de l'habitat de Perpignan Méditerranée Métropole, l'ESH comme propriétaire et financeur, et la Ligue comme gestionnaire. Fin juillet 2022, le préfet attribua la gestion du 12e projet Habitat Jeune à la Ligue de l'enseignement suite à l'avis favorable de la commission composée des représentants des différents services de l'État, dont la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, du Conseil départemental, de la communauté urbaine, la DIL,
ou encore l'accompagnement des jeunes comme le PAEJ parenthèse, c'est le point accueil écoute jeune. Voyons maintenant le cadre général. Tout d'abord, si la Ligue est gestionnaire d'une gamme de 243 lits, elle n'est pas pour autant la propriétaire. C'est l'établissement social de l'habitat Perpignan Méditerranée qui l'est. Cette entreprise sociale pour l'habitat a été créée en 2021 en fusionnant l'Office public d'HLM Perpignan Méditerranée avec Adestia, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations Habitat. Cette fusion répond à la loi Elan, qui oblige les organismes HLM de moins de 12 000 logements à fusionner ou à se regrouper. Donc l'ESH, propriétaire des murs, met donc à disposition du gestionnaire, en l'occurrence la Ligue de l'enseignement DPO, le ou les bâtiments que le promoteur aura construit, il y aura vendu. Le choix du gestionnaire aurait pu se porter sur, par exemple, les pupilles de l'enseignement public, ou les compagnons du devoir, ou encore l'ANRAS, qui est l'Association nationale de recherche et d'action solidaire. Mais encore fut-il qu'ils répondent à l'appel, à projet, et qu'ils soient retenus, bien évidemment. Une fois l'avis de la commission préfectorale rendu, il ne restait plus qu'à trouver les 10 millions, minimum, et travailler de concert avec le promoteur pour que les exigences de la Ligue, en ce qui concerne l'agencement des locaux et les matériaux choisis, soient respectées. En ce qui concerne la recherche des financements, je vous rappelle entre 10 et 11 millions, si la Ligue n'est pas en charge de ce lourd dossier, elle fut toujours associée aux différents tours de table du comité des financeurs spécialement créé. Il comprenait, ce comité des financeurs, l'État, la métropole, PMM, la communauté des communes sur le littoral sur laquelle une résidence de 30 logements serait construite. En l'occurrence, c'est la commune d'Argelès. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, la région Occitanie, le département. Tout ça, c'est les financeurs. Tous ces organismes s'engageant à des niveaux différents à financer le projet. Quant à la ville de Perpignan et Action Logement, en juin dernier, il y a 8 mois à peu près, leur financement était loin d'être acquis. À ce jour, il semblerait que le financement soit bouclé. Mais nous n'avons pas eu plus d'informations, puisqu'on ne fait pas partie du tour de table. La ville de Perpignan a quand même accordé le permis de construire. Les travaux de terrassement ont débuté. Quant à Action Logement, l'Action Logement, c'est l'ex 1% patronal. Cet organisme interviendrait sous forme de prêt. Si, comme je viens de vous le préciser, la Ligue n'est pas directement concernée par le tour de table financier, elle en avait pas moins sa place, dans la mesure où les options qu'elle a été amenée à retenir ont eu une incidence sur le coût de la construction. La Ligue a fait le choix de bâtiments respectant les contraintes environnementales et tenant compte des nécessaires dispositions relatives à la transition écologique et au développement durable. Si la Ligue n'a pas eu fort heureusement à contribuer au financement de la construction du FJT, il n'en demeure pas moins qu'il lui revient celui de la gestion et du fonctionnement. Les projections budgétaires pour ces postes, incluant le projet socio-éducatif, tournent autour de 800 900 000 euros à l'année. Donc là encore, il faut qu'on trouve du financement. De quel produit va bénéficier la Ligue? Eh bien, des redevances payées par les résidents, dont les jeunes vont payer une résidence, je vais y revenir, ou des aides et subventions, à savoir les prestations CAF, la CAF intervient, l'État, par la GLS, c'est l'aide à la gestion locative et sociale, la SLL, l'accompagnement social lié au logement, c'est le fonds géré par le département et le fonds GEP, c'est le fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc tout ça, ce sont des produits qui vont aider la Ligue à mener son projet. Au sujet de la redevance, c'est-à-dire ce que la Ligue demande aux résidents, là on vient sur du concret, combien va devoir payer le résident, le jeune. Elle est calculée sur une base mensuelle de 425 €, diminuée des aides éventuelles, des APL, dont le résident pourra bénéficier en fonction de son statut et de ses situations particulières. Le résiduel étant pour la plupart des résidents, en fonction de leur statut et de leur revenu, il est autour de 40 €. 40 € le résiduel. À noter que la redevance comprend l'eau, l'électricité, l'assurance et l'enlèvement des ordures ménagères. Réglementation unique, et je dirais spéciale de la CAF, l'APL prend en compte l'ensemble de la redevance et pas uniquement la part loyer. L'eau, l'électricité, tout ça.
ce qui permet ce résiduel modique pour favoriser le lancement des jeunes sur la voie de l'autonomie. De plus, une des particularités de ces foyers jeunes travailleurs réside dans la signature d'un contrat d'occupation qui se renouvelle tacitement tous les mois pour une durée maximum de 2 ans. Ça veut dire que les jeunes, maximum, doivent séjourner dans ces résidences 2 ans et pas plus. Bien évidemment que s'il y a des situations exceptionnelles, ils pourront résider plus, mais c'est 2 ans maximum. Les jeunes ne sont donc pas locataires, mais ils sont résidents. Ce statut permet principalement une gestion éducative plus souple. Un règlement intérieur est nécessaire afin d'harmoniser la vie collective et préserver l'intérêt de tous, quel que soit le montant de la redevance. La Ligue doit payer à l'ESH, le proprio donc, un loyer qui lui est fixe et qui devrait s'élever à 130 € par logement. Donc nous encaissons 430 ou 930. Voilà en gros le montage financier et les éléments nécessaires à comprendre, du moins je l'espère, l'économie de ce projet. Il reste maintenant à évoquer le pourquoi de la Ligue sur cet appel à projet et les raisons qui ont fait que l'État et les institutions départementales lui ont accordé leur confiance. Je vais donc aborder maintenant le projet socio-éducatif. Un petit rappel, les résidences Habitat Jeunes s'inscrivent dans le parcours résidentiel des jeunes vers le logement autonome. L'objectif est qu'ensuite, ils quittent la résidence, ils acquièrent de l'autonomie et ils soient autonomes aussi dans le logement. L'un des principes fondamentaux des résidences Habitat Jeunes est de considérer globalement tous les aspects de la vie d'un jeune, l'emploi, la formation, la vie sociale et la santé notamment, et d'utiliser divers supports pédagogiques, diverses modalités d'habitat et divers moyens pour caractériser ce temps de l'expérimentation et de la transition vers une plus grande autonomie qu'est la vie au sein d'un habitat jeune. Tout à l'heure, nous discutions sur le savoir-manger, la santé, très importante sur ces jeunes qui connaissent maintenant des problèmes psychologiques importants. Le Covid a été un petit peu le révélateur de ça, mais nous devons traiter pas mal de cas de ce type. Le ciblage du public est un élément essentiel dans la construction du projet socio-éducatif. Il est garant de toute dérive de la structure vers des mesures qui pourraient mettre en danger l'équilibre interne par la stigmatisation d'un type de population. Le choix du public accueilli a pour premier principe la mixité sociale des jeunes. Cela s'est traduit par l'accueil des jeunes d'âge, de catégories socio-professionnelles et de situations différentes. Le second principe est que chaque jeune doit avoir un projet personnel et professionnel pour entrer dans ce type de structure. La résidence n'est qu'une étape dans le parcours résidentiel du jeune. Une pédagogie du contrat est pratiquée auprès des résidents et étendue à des champs plus vastes que ceux de l'entrée dans un logement et de son utilisation. Quel projet professionnel a-t-il? Comment voit-il son proche avenir? Et on travaille avec ça. Le public cible, j'y viens. Les jeunes actifs de 16 à 25 ans, exerçant une activité salariée, en apprentissage ou en alternance, en formation professionnelle ou en stage. Détail qui n'en est pas un important, hors étudiants. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ces 65%, il n'y a pas les étudiants. Les autres publics, jusqu'à 35% de jeunes âgés de 26 à 30 ans ou de jeunes étudiants non salariés. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas des résidences universitaires. Mais également, dans ces 35%, il peut y avoir jusqu'à 15% de jeunes accueillis dans le cadre d'un conventionnement avec un tiers. Il s'agit des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou des jeunes suivis par la PJJ, la protection judiciaire des jeunes, ou d'un organisme tiers. Pour encadrer ce public dans les meilleures conditions et l'accompagner dans son parcours, l'équipe pluriprofessionnelle, avec 9 équivalents temps plein, est au service du projet éducatif. Il y a donc des agents de service pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance, des médiateurs de nuit, un agent d'accueil, de réception et administratif, des animateurs sociaux culturels, des animateurs emploi, des travailleurs sociaux, des gestionnaires de résidence. Je reviens maintenant vers les missions faisant la spécificité d'une telle structure. Il y a les animateurs socio-culturels dans cette structure qui ont pour mission, ils animent plusieurs activités pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun,
le vivre et apprendre ensemble. De mettre en œuvre des projets d'activité en relation avec les partenaires impliqués. D'appuyer l'accompagnement social ou le suivi individuel des résidents et de contribuer à l'élaboration et au bilan de projets. On est dans une logique de projet. Les jeunes, il faut qu'ils aient des projets pour avancer. Les animateurs emploi, ils ont pour mission d'animer un réseau de parrains et de partenaires, des entreprises, des associations, de proposer et animer des ateliers collectifs sur certaines thématiques liées à l'emploi et à la formation, de mobiliser et accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels, missions locales, d'animer des ateliers d'écriture et des savoirs de base, d'élaborer les programmes adaptés au niveau des apprenants et individualiser les parcours de formation. Chacun est suivi individuellement. Les travailleurs sociaux, ils ont pour mission d'effectuer une analyse de la situation des résidents, de rechercher les solutions appropriées, les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement, d'animer, de mettre en œuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés un ou plusieurs domaines d'accompagnement, afin de favoriser et d'atteindre l'objectif de l'autonomie, et enfin de contribuer à l'évolution du projet social et éducatif de l'établissement. Comment s'organise le fonctionnement? Je terminerai par ça. De nombreuses passerelles permettent de mettre en œuvre et en cohérence le projet éducatif de la structure, ce qui devient en fait un projet partagé. Entre les usagers, il y a des conseils de résidents, un conseil de vie sociale, au travers de la commission Habitat Jeunes au sein de la Ligue, et enfin au travers du comité de pilotage dans lequel figurent les partenaires. Ce dernier comité de pilotage, il se compose de la CAF, des PO, du département, du FSL, donc du Fonds de solidarité pour le logement, de la ville de Perpignan, fait partie de ce comité, de la métropole, de l'État, au travers de la dette, de l'établissement social de l'habitat, des partenaires d'action, des membres de la Ligue, de son secrétaire général et du directeur de la structure. 3 commissions, pour terminer. La commission d'attribution des logements. Vous vous doutez bien qu'en fonction, il faut absolument que nous respections les critères fixés par l'État. La commission éducative, qui réunit tous les personnels socio-éducatifs, et la commission animation et vivre ensemble, personnel socio-éducatif, comité d'animation et comité des résidents. Pour conclure, et avant de vous donner la parole et vous permettre peut-être de poser des questions auxquelles j'espère pouvoir répondre, quelques chiffres, quelques données qui permettront, si besoin oblige, oui, une plus fine perception de ce projet. Donc, en 2023, nous avons accueilli 193 jeunes. Nous avions 125 logements. Ça veut dire qu'il y a un turnover, 17 mois en moyenne de séjour. Je vous disais que nous pouvions aller jusqu'à 2 ans. On s'aperçoit que la durée moyenne est de 17 mois. Nous avons accompagné 68 jeunes sur le volet administratif, 64 sur l'emploi, 55 sur le relogement, parce que lorsque les jeunes partent, nous ne nous laissons pas partir sans aucun accompagnement. S'ils n'ont pas trouvé de logement, nous les aidons à en trouver un. 28 sur la santé, 17 sur le budget. Il y a eu 111 animations collectives avec 995 participants, 1266 colis alimentaires distribués. Nous avons une épicerie solidaire, nous avons des conventions avec des structures qui nous donnent de l'alimentaire et nous essayons avec eux de travailler sur une alimentation saine, équilibrée, parce que ces jeunes-là aussi souffrent de cette précarité en termes d'alimentation. Et enfin, nous avons créé une coopérative de services. Ces jeunes, nous leur avons permis de créer une coopérative qui, d'une part, leur fait faire des menus travaux dans la résidence, et ils sont rémunérés, et ensuite, sur le territoire de la résidence, ils vont voir des habitants et leur proposent de faire des courses, de les aider à aménager quelque peu leur logement, et aussi, donc, là, on travaille sur une activité professionnelle. Voilà donc, grand maître, mesdames et messieurs, en quoi, dans un territoire qui n'est toujours pas conquis par les extrémismes de tous bords, ni complètement abandonné par la République, puisqu'on a vu que là, c'était l'État qui insufflait des dispositifs, ce que nous, en tant qu'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, on essaie de mettre en œuvre pour l'habitat solidaire et l'habitat de ces jeunes de 16 à 30 ans.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que nous poserons les questions après la troisième intervention. Donc, Monsieur Jean-Baptiste Ayrault, je rappelle que vous êtes fondateur et porte-parole de l'association de droit au logement. À vous la parole. Bonsoir, merci de cette invitation dans un endroit prestigieux. Voilà, je représente l'association Droit au logement, qui est un syndicat de défense et de lutte des personnes mal logées, sans logis, et aussi des locataires qui connaissent une situation qui se dégrade au fil des années. Donc, je voudrais revenir peut-être d'abord, je vais saluer l'initiative qui a été présentée avec les jeunes à Perpignan, et toute initiative d'ailleurs de cette nature est importante. Et il faut encourager tous ces projets qui peuvent permettre à des personnes en difficulté de logement, des ménages modestes, des classes populaires, les jeunes aussi qui sont confrontés aujourd'hui à cette crise du logement cher, hein, pour la résumer, que nous traversons en France et dans beaucoup d'autres pays du monde d'ailleurs. Et donc il faut saluer ces initiatives qui sont essentielles. Pour autant, évidemment, quelle est la cause de cette crise du logement que nous connaissons aujourd'hui, qui est une crise historique, dans la mesure où on n'a jamais connu une crise de cette nature dans notre pays, à ne pas confondre avec crise immobilière. La crise immobilière enfin, nous, de notre point de vue, la crise immobilière, c'est celle qui impacte aujourd'hui les milieux économiques qui ont bien profité du logement cher, de la montée des prix de l'immobilier, de la baisse des taux d'intérêt, de la montée des prix du foncier, etc., et des loyers, bien sûr, en bout de course, et qui sont aujourd'hui en difficulté parce que les prix ont monté tellement haut qu'il n'y a plus de solvabilité. Les acquéreurs de logements avec une petite hausse des taux d'intérêt, bon, c'est monté de 3 points en 2 ans, et c'est la catastrophe. Enfin, il me semble qu'on a connu des taux d'intérêt à 2 points pendant toute notre histoire, pendant tout le XXe siècle. Bon, voilà, rien de particulier. Non, la vraie raison, c'est que le logement est cher et que, maintenant, je voudrais peut-être revenir un peu rapidement sur vous donner quelques éléments là-dessus. Après la Première Guerre mondiale, les loyers ont été réduits très très bas. D'ailleurs, c'est une période noire pour les bailleurs. Ils ont traversé une période où, jusque dans les années, au milieu des années 40, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la rentabilité locative était si faible qu'ils n'avaient plus suffisamment d'argent pour entretenir leur patrimoine. Bon. Pour autant, alors les locataires, d'ailleurs, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les éléments que j'ai. Il faudrait peut-être fouiller le sujet, mais les locataires consacraient en moyenne moins de 5% de leurs revenus au loyer. On dit d'ailleurs que c'est un syndicaliste, un vieux syndicaliste qui m'avait dit ça. Les loyers coûtaient moins cher au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que la consommation de tabac. Un rêve. Paris, les quartiers bourgeois aujourd'hui parisiens logeaient les classes populaires. Bon. Et jusqu'ensuite est arrivée la loi de 48, les loyers ont un peu monté, puis on a produit massivement du logement social dans les années, deuxième moitié des années 50, années 60, années 70, après l'appel de l'abbé Pierre aussi. On s'est intéressé à loger les classes populaires. Bon. Donc on a produit du logement social, enfin, hein, pour satisfaire les besoins. Et ensuite, dans les années 70, les loyers ont monté, d'accord, bon, les loyers ont monté, mais les locataires consacraient 10% de leurs revenus en 1973, selon l'INSEE. 10% de leurs revenus en moyenne pour se loger. C'est encore le rêve. Même les locataires en logement social consacrent plus de 10% de leurs revenus. On est sur des taux d'effort qui sont aux alentours de 20-25%. Je ne parle même pas des jeunes dont tu parlais là tout à l'heure. Effectivement, les jeunes qui arrivent sur le marché locatif vont avoir énormément de difficultés pour trouver un logement et
vont mettre la moitié, voire les 2/3 de leurs revenus. Ils vont trafiquer les fiches de paye pour dire qu'ils ont des revenus, puis en réalité, ils n'en ont pas. Et voyez, et ils sont entre les mains, ils sont aux mains de leurs bailleurs, puisqu'ils ont fourni des fausses fiches de paye. Voilà, le bailleur, il le sait, ou l'agence immobilière le sait très bien. Ils sont aux mains de celui qui les exploite, et donc, ou de la personne qui les exploite. Donc, cette situation-là a dégénéré, je dirais, la question des loyers a dégénéré à partir du milieu des années 80, avec l'abrogation progressive de la loi de 48. Souvenez-vous que Jacques Chirac, le premier acte qu'il a fait au niveau législatif, ça a été justement de liquider la loi de 48 qui encadrait les loyers et qui limitait justement la rente locative, quoi, les profits tirés de ce besoin essentiel qui est celui de se loger. Comme ça a été dit, un besoin essentiel parce que, rappelons quand même que l'être humain, quand il est descendu des arbres, il a été dans les grottes. Et il a construit ses premiers édifices pour s'abriter, parce que l'être humain est fragile par rapport aux intempéries, au climat. À l'époque, c'était aussi d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, on laisse des gens mourir dans la rue à petit feu. L'espérance de vie, d'ailleurs, d'un sans-abri, elle est de 15 ans. 15 ans d'espérance de vie, on tombe dans la rue, il reste 15 ans à vivre en moyenne. L'âge moyen de décès d'un sans-abri, il est à 48 ans. C'est-à-dire 40 ans de moins qu'une personne qui est logée convenablement, en moyenne. Donc laisser une personne dans la rue, c'est une condamnation à mort. C'est une condamnation à mort. Et une condamnation à mort avec torture. Parce que les conditions de vie dans la rue ou hébergées à droite à gauche dans des foyers, ça amène forcément à une dégradation progressive de la santé morale. On perd ses amis, on perd sa famille, on perd les liens sociaux, etc. Et puis progressivement, on tombe dans l'addiction. Et puis voilà, c'est comme ça, la santé, tous les problèmes terribles de santé que peuvent rencontrer les sans-abri. Et notre société produit massivement du sans-abrisme. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le logement est trop cher. Le logement est trop cher. Alors peut-être dans les chiffres qui ont été donnés, qui sont essentiels pour comprendre aussi l'ampleur de la crise du logement que nous traversons, il faut dire aussi que nous avons une crise du logement avec des logements. C'est-à-dire des logements, on a 3,1 millions de logements vacants recensés par l'INSEE. Alors tous ces logements ne sont pas occupables immédiatement, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet-là, mais en tous les cas, l'INSEE n'a jamais compté autant de logements vacants. Donc 3,1 millions, on est aux alentours de 8%. Donc vous voyez, là, il y a potentiellement, il y a quelque chose à faire. Mobiliser, on attend que l'État prenne des mesures de mobilisation des logements vacants, des mesures d'encouragement, d'incitation pour ces petits propriétaires qui n'auront pas les moyens de réhabiliter ou je ne sais pas quoi. Bon, d'accord, ok, allez, on leur donne un petit peu de sous pour réhabiliter et pour louer leur logement à un loyer conventionné. On peut aussi renforcer la taxe sur les logements vacants. Bon, c'est une hypothèse. Et puis il y a la réquisition, bien sûr, qui est la loi de réquisition, qui date de 1945 d'ailleurs, et qui disait exactement la même chose que ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire ces trois outils mis ensemble permettent de mobiliser les logements vacants. Et d'ailleurs, alors on n'a pas les chiffres de 1945, mais en 1954, on comptait 500 000 logements vacants en France. Aujourd'hui, 3,1 millions. Donc là, il y a un potentiel pour répondre à une situation d'urgence, à une situation de crise. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et donc, il faut agir aussi sur la production de logements sociaux, qui est en berne. N'oublions pas que, d'une part, on produit de moins en moins de logements sociaux dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on a raclé les fonds de tiroir pour faire des allègements fiscaux et faire des cadeaux fiscaux, je ne sais pas qui, des Bernard et autres. Et donc, il y a quasiment plus d'aide à la pierre, c'est-à-dire les subventions directes aux bailleurs sociaux pour produire. Le deuxième point, c'est que sur la production de logements sociaux, on a aussi une baisse de la production aussi parce que les communes, les municipalités se retirent progressivement.
de la production de logements sociaux. C'est les effets, un peu, il faut le dire, c'est les effets de la loi de décentralisation. Parce qu'on comprend très bien qu'un élu local, il va chercher la prospérité dans sa ville. Il va mener des politiques d'urbanisme, de gentrification, en tout cas qui amènent plutôt les classes moyennes que les classes populaires, les immigrés, tous ceux qui ne rapportent pas beaucoup d'argent et qui ne rapportent pas forcément non plus beaucoup d'électeurs. Donc on a aussi cette question-là qui est posée, c'est-à-dire les effets pervers de la décentralisation qui a donné les pouvoirs d'urbanisme aux maires. Ça date de 82, hein, c'est ça, 82. Bon, donc ça remonte à loin. Mais vous voyez, à ce moment-là, Chirac, quand il est arrivé à Matignon, qu'il fait sa loi Maignery, il a lancé sur Paris la reconquête de l'Est parisien. Il ne s'est pas gratté, au moins les mots étaient clairs. Hein. La reconquête de l'Est parisien, classe populaire dégagée. Voilà. Et voilà le résultat aujourd'hui. D'ailleurs, rue Cadet, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine forme de gentrification qui s'était installée ces dernières années, avec la voie piétonne, et puis on voit des établissements branchés, tout ça. Bon. Et c'est général au niveau parisien. Hein. Enfin, c'est clair que les quartiers populaires sont grignotés, ce qu'il en reste, sont grignotés par la gentrification. On dit de manière un petit peu crue, on parle aussi d'épuration sociale. Vous voyez, bon. Donc, voilà, sans-abri, les loyers qui augmentent, des politiques d'urbanisme qui amènent à un changement des populations. Et donc, derrière, on a une difficulté à produire du logement social, c'est certain. Donc, il faut réfléchir aussi à des politiques assez vigoureuses volontaires, pour pousser à la production de logements sociaux. Et bon, ça, le sujet sera évoqué tout à l'heure, mais bien sûr, les politiques qui sont annoncées au niveau gouvernemental, de ce point de vue-là, sont très, très mal engagées. Alors maintenant, on a la question de l'encadrement des loyers. La question des loyers. L'encadrement des loyers, ça fait un moment qu'on le demande. Bon, on l'a eu dans la loi Allure. Malheureusement, on n'a pas été assez loin. Et puis, les conditions d'application ont beaucoup tardé. Enfin, il y a eu du retard qui a été pris. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais cette première loi d'encadrement des loyers, qui rompt d'ailleurs avec cette politique de dérégulation qui avait été mise en place depuis pas loin d'une vingtaine d'années, ne porte pas ses fruits. Donc il faut réfléchir à des outils de régulation plus puissants et plus efficaces. Voilà où nous en sommes. En tout cas, c'est sûr qu'une des difficultés majeures qu'on peut avoir, c'est que toute personne qui est propriétaire de son logement va avoir tendance à aller regarder quelle valeur son logement a pris. Il descend, c'est la crise immobilière, c'est terrible, etc. Je m'appauvris. Vous voyez, il y a ce sentiment-là aussi qui est très fort et qui est très implanté, parce qu'on a connu pendant 40 ans une hausse continue des prix de l'immobilier, avec des petites crises comme ça. Bon, il y a la crise de 90, il y a eu la crise des subprimes, et puis là, bon, il y a la crise immobilière. Bon, voilà, Mais en attendant, il y a aussi cette question-là qui est posée. Donc, on est dans un contexte difficile. Alors, je vais terminer maintenant, parce que j'ai encore 2 points à aborder, parce que je crois que j'ai été un peu long. Non, pas trop, ça va. On sort bien. Donc, le sujet de... sur quoi on bataille en ce moment? Alors, Droit au logement, je vous l'ai dit, c'est une association, c'est un syndicat de défense et de lutte, d'action collective des personnes qui vivent une situation d'exclusion par le logement pour obtenir un logement décent. Bon. Donc, la loi Dallot est un axe aussi important. Enfin, la loi Dallot a amené aussi des droits à des personnes qui en étaient complètement privées. Bon, sauf que, évidemment, c'est ce droit-là, comme la plupart des droits d'ailleurs, qui sont attribués aux ménages modestes, aux ménages en difficulté, bon, sont des demi-droits, ils sont à moitié appliqués, ils ne sont pas vraiment respectés. Donc il faut mettre la pression sur les acteurs du logement pour qu'ils relogent, pour qu'ils appliquent la loi. On a obtenu d'ailleurs même dans la loi égalité-citoyenneté des améliorations sur le sujet. D'obligation des acteurs du logement, du maire, des bailleurs sociaux, etc., de participer au relogement des prioritaires Dallot aux côtés de l'État, en plus de l'État. Mais la loi
n'est pas respectée, et tout est fait d'ailleurs pour essayer de la contourner. Hein. Bon. Mais, donc voilà, je voulais vous alerter sur deux points. D'une part, il y a un décret qui a été publié le 29 juillet 2023 qui autorise la location de logements d'1,80 m sous plafond. On sait que 40% des hommes aujourd'hui mesurent plus de 1,80 m. Qui autorise aussi la location de logements en sous-sol, donc des logements enterrés. Qui autorise aussi la location de logements de moins de 2 mètres de large, c'est-à-dire des logements couloirs. Et qui modère en tout cas les obligations en matière d'éclairage naturel, et pour cause, hein, parce que si on met des logements en sous-sol, l'éclairage naturel est limité, même si on va utiliser quelques systèmes pour mettre un petit peu plus de lumière. Bon. Et puis on a, enfin je vous passe ces détails, il y a encore d'autres sujets, mais en tout cas c'est les trois gros points sur lesquels il y a une forte inquiétude. Bon, nous attaquons ce décret au Conseil d'État, j'étais en réunion justement là-dessus avant de venir. Et nous espérons en tout cas que nous serons entendus, mais la chose est franchement pas évidente. On a le sentiment que une autoroute est ouverte pour les marchands de sommeil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les marchands de sommeil, ok, on va dire les marchands de sommeil, on va les mettre en prison, on va leur mettre des amendes, etc. Mais aussi, on va leur donner plus de facilité et légaliser une bonne partie des logements qu'ils mettent en location. Le deuxième point, peut-être ça, vous l'avez aussi, vous en avez entendu parler, une loi qui va venir d'ailleurs à l'Assemblée prévoit, en matière de transport, de criminaliser la mendicité dans les gares et dans les trains et dans les transports en commun. Voilà, donc là, c'est 6 mois de prison, au bout de 5 récidives, 7 500 € d'amende, etc. Donc ça veut dire que les personnes les plus pauvres aujourd'hui commencent à être criminalisées sur la voie publique lorsqu'ils font la mendicité. Nous nous rapprochons du modèle hongrois. Je vous rappelle que Orbán, il y a quelques années, ça fait déjà un bon petit moment, a criminalisé la mendicité à Budapest. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui dans notre pays des droits de l'homme, notre pays voilà, qui est censé offrir un toit, un logement décent à chacun et à chacune, et qui le fait de moins en moins et qui s'éloigne de plus en plus de cet objectif. Donc à notre sens, il y a nécessité aujourd'hui d'unir les forces des locataires et de ceux qui pourraient les soutenir, des sans-logis et des mal-logés, et des organismes qui les défendent, d'unir nos forces pour dire non, on ne veut plus de ce système-là. On veut que le droit au logement soit mis en œuvre concrètement pour toute personne qui vit dans notre pays. Voilà. Madame la ministre, Madame Pinel, à vous la parole. Monsieur le grand maître, mesdames et messieurs, merci pour cette invitation à participer à cette conférence sur un sujet qui m'est cher, qui me permet de retrouver Jean-Baptiste Ayrault, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, qui me permet de trouver un voisin d'Occitanie, même s'il est catalan. Et puis surtout, je me réjouis que le Grand Orient, dans ses travaux, dans le cadre des chantiers de la République, ait choisi de traiter de la question de la dignité humaine à travers le prisme de l'habitat, à travers le prisme de l'accès au logement, qui conditionne effectivement une nécessité pour nos concitoyens, qui conditionne une vie digne et qui est finalement le socle indispensable pour réussir, s'épanouir et mener à bien son projet personnel.
Alors oui, dans ces chantiers de la République, vous avez déjà décliné un certain nombre de thèmes qui, pour certains d'entre eux, finalement font écho au débat que nous avons ce soir, parce que le logement participe, comme d'autres aspects que vous avez pu évoquer, participe au socle républicain, aux principes qui fondent l'égalité, la liberté, la fraternité, et j'ajouterai en ce qui me concerne évidemment la laïcité. Pourquoi? Parce que si on réussit à avoir une politique du logement adaptée aux besoins de chacune et de chacun en fonction de son moment de vie, eh bien on le permettra de traduire la devise républicaine en actes, de manière concrète. Parce qu'aujourd'hui, et les invités précédents ont décrit et démontré, chacun à l'aune de leur expérience, de leur vécu, les difficultés, les situations auxquelles ils sont confrontés et auxquelles il faut faire face. Mais évidemment, quand on parle de dignité humaine dans l'habitat, on pense en premier lieu à la question du mal-logement, de l'habitat indigne, de l'habitat dégradé. C'est une composante, évidemment, du mal-logement et de cette nécessité absolue de mettre des politiques en place et des moyens d'action pour lutter contre cela. Mais en fonction des situations humaines ressenties, on peut avoir des situations moins graves que l'indignité dans le logement ou le mal-logement, mais qui sont perçues pour celles et ceux qui les vivent comme un mal-être, comme un frein à leur émancipation, à leur épanouissement, à leur autonomie. Nous avons tous évidemment en tête l'exemple de ces étudiants qui ont été obligés de renoncer à une formation à l'occasion de la rentrée universitaire parce qu'ils n'avaient pas accès au logement. Nous avons tous en tête ces images de couples qui ne décohabitent pas parce que dans leur territoire l'accès au logement est trop onéreux. Et nous savons tous que de nombreuses femmes, y compris victimes de violences, ne peuvent pas partir de leur domicile parce qu'elles n'arrivent pas à se loger ailleurs. Et donc, évidemment, on n'est pas là sur la question de l'indignité dans le logement ou de l'habitat insalubre. Mais finalement, toutes ces réalités, tous ces parcours de vie différents, doivent tous être traités par la politique publique du logement. Et aujourd'hui, le constat, mes prédécesseurs l'ont fait, c'est que nous atteignons de tristes records en matière de logement. Plus de 4,1 millions de personnes mal logées, 300 000 personnes sans abri, plus de 2,4 millions de demandeurs de logements locatifs sociaux dans notre pays. C'est 5 fois plus que l'offre disponible dans le parc social aujourd'hui. Et évidemment, tout cela s'accompagne malheureusement d'un record d'expulsions locatives, de personnes qui vivent dans des passoires thermiques. Donc le tableau est assez inquiétant. Et c'est pour ça que je disais en introduction, je me réjouis que ce débat soit porté et soit porté dans toute la société. Pourquoi? Parce qu'il y a véritablement urgence à agir pour une politique du logement digne et adaptée à chaque parcours de vie. Alors oui, bien sûr, la question de l'habitat indigne recouvre des réalités très différentes. Moi, je voudrais m'y arrêter un instant. Quand on pense à habitat indigne, on pense qu'aux propriétés dégradées, aux grands ensembles, aux quartiers politiques de la ville, aux villes, aux grandes villes en général. Mais l'habitat indigne, ce n'est pas que cela. C'est aussi la France périurbaine, c'est la France rurale, c'est les centres anciens de certaines villes moyennes, c'est aussi des petites copropriétés qui se dégradent. Et les causes, évidemment, de l'habitat indigne sont différentes. Elles sont souvent liées à la conjonction de plusieurs facteurs. Un habitat qui se dégrade parce qu'il n'est pas entretenu,
pas entretenus parfois même par des personnes qui sont elles-mêmes propriétaires de leurs biens, mais parce qu'elles ont accédé en n'ayant pas la possibilité d'assumer les charges d'entretien normal du bâti. Nous avons aussi souvent des personnes en grande vulnérabilité, en grande précarité. Et puis, le troisième facteur, c'est la tension sur le marché immobilier quand on ne produit pas assez de logements. Et donc, c'est la réunion de ces trois facteurs qui entraîne et qui fait que finalement, on a toujours, malgré certaines opérations réussies ici ou là de traitement de ces habitats indignes, on a finalement toujours une augmentation du nombre de logements frappés d'indignité. Et donc cela nécessite une réponse, et cette réponse, de mon point de vue, elle ne peut pas concerner que le bâti. Elle ne peut pas être que technique, à dire on rénove, on restructure, on réhabilite, on reconstruit une offre de logement. Il faut aussi bien penser que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas derrière et en même temps un accompagnement social le plus large possible des personnes qui vivent dans cet habitat dégradé. Pensez aux personnes qui n'ont pas d'autre alternative que d'être logées dans cet habitat indigne et pour qui, sans accompagnement, elles ne pourront pas passer à une autre étape. Pensez aussi aux migrants qui sont souvent victimes d'un marché du logement parallèle, des marchands de sommeil, et qui ont besoin de cet accompagnement pour aller vers un autre logement beaucoup plus digne. Et ce qui est extrêmement important, c'est que dans ces opérations de restructuration ou d'amélioration de l'habitat, c'est que bien souvent, quand on reconstruit des logements dégradés, le prix du loyer, le prix du logement, il est beaucoup plus important en sortie. Et là, on a un problème de reconstitution de cette offre de logement à plus bas prix pour permettre à celles et ceux qui y étaient précédemment d'y aller dans les logements améliorés. Donc, c'est un sujet qu'il faut bien traiter et prendre conscience qu'on ne pourra le régler qu'avec à la fois des moyens techniques, juridiques parfois, parce que les habitats frappés d'arrêtés de péril ou indécents, ça donne lieu toujours à des procédures juridiques complexes, mais il faut penser qu'il y a cet accompagnement social et la nécessité absolue de reconstituer une offre de logement abordable derrière. Donc la question de l'habitat indigne, du mal logement, recouvre des situations et des réalités différentes. Et il est vrai que nous sommes dans un moment tendu et assez inquiétant parce qu'il y a une crise profonde qui est accentuée par cette augmentation de précarité, de pauvreté et de vulnérabilité que nous connaissons. C'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE, dans son rapport, a indiqué que jamais en France il y avait eu autant de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Ce qui doit nous alerter, c'est justement de prendre des décisions maintenant, parce que le temps de la construction est un temps long. Et avant que l'on puisse décider, déposer un permis, purger les recours, lancer les chantiers et faire venir les habitants dans ces nouvelles réalisations, il se passe beaucoup de temps. L'exemple de la résidence d'Argelès montre bien que c'est une procédure et un temps long. Et c'est la même chose pour toute décision publique qui serait prise maintenant, mettrait forcément un temps d'inertie lié au temps de la construction. Et il faut donc agir maintenant sur un certain nombre de leviers qui, moi, me paraissent absolument importants pour essayer d'améliorer la situation de ces personnes qui sont mal logées ou pas logées dans des conditions qui sont idéales pour elles. Alors, qu'est-ce que, de manière assez schématique, la première urgence, c'est de remettre et de réimpulser une politique volontariste en matière de logements locatifs sociaux. Je le disais, 2,4 millions de demandeurs en attente, les besoins qui ne cessent d'augmenter. Pour cela, il faut revoir un certain nombre de choses qui ont été faites
et qui pèse aujourd'hui, les chiffres le démontrent, sur la production de logements sociaux. Souvenez-vous, la suppression, la réduction de 5 € d'APL, la réduction, alors pardon, c'est un peu technique, mais un dispositif qui a fait peser sur les bailleurs sociaux une réduction de loyer de solidarité. C'est quoi? Ça veut dire que les bailleurs sociaux sont imputés chaque année d'1,3 milliard d'euros. Avec ces 1,3 milliard d'euros qu'ils avaient à l'époque, cela leur permettait de lancer des travaux de construction de nouveaux logements, et y compris des logements très sociaux, et de rénover aussi leur parc et de l'entretenir. Ce dispositif, ajouté à des mesures d'augmentation de la TVA sur d'autres types de logements sociaux, puisque dans les logements sociaux, il y a les très sociaux qui bénéficient très peu d'aide à la pierre, et puis les autres logements sociaux qui n'en bénéficient pas. Et déjà, la situation était difficile, et pour rajouter une couche, le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA à 10%, ce qui obère encore plus leur capacité d'investissement. Donc il y a là, sur les bailleurs sociaux, une vraie priorité d'action publique à mener, parce que c'est par cette porte d'entrée que l'on peut améliorer la situation des personnes les plus vulnérables dans d'autres pays, à condition de ne pas porter un coup à un certain nombre de dispositifs, et notamment, cela a été évoqué tout à l'heure, la loi SRU qui impose dans certaines communes, à peu près 1100 communes dans notre pays, de remplir des objectifs de production de logements sociaux entre 20 et 25% dans des aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Aujourd'hui, le bilan triennal vient d'être effectué, et nous avons, sur les 1100 communes qui sont assujetties à la loi SRU, environ 660 communes qui ne respectent pas la loi SRU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le dernier triennal, c'est-à-dire la dernière période, beaucoup n'ont pas rempli leurs objectifs de production des logements sociaux. Ce qui, évidemment, se traduit par des chiffres de la construction en baisse et qui pénalise les personnes les plus modestes. Donc, il faut absolument maintenir ce dispositif tel qu'il existe, parce qu'il a, dans le passé, montré justement son efficacité, et il a permis, par exemple, lorsqu'on est cette année en 2020, on a effectivement les chiffres de 2023, on est à 93 000 logements sociaux agréés financés, quand on était à 125 000, par exemple, en 2016. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une volonté à avoir pour faire appliquer, respecter la loi SRU. Et là où je suis extrêmement inquiète, mais comme certains, je pense, ici, c'est par les déclarations du Premier ministre de compter le logement intermédiaire, c'est-à-dire celui qui s'adresse, les logements qui s'adressent à des classes modestes, moyennes, mais qui ne sont pas éligibles au logement social, de les comptabiliser dans le quota SRU. Et là, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que depuis des années, nous avons des maires extrêmement récalcitrants en faveur de cette loi qui produit, mais qui favorise aussi la mixité sociale et la cohésion dans nos territoires, qui est extrêmement importante, et qui s'opposent à l'application de cette loi, qui préfèrent payer des pénalités lourdes, qui, pour certaines d'entre elles, se comptent en millions d'euros quand même par chaque fois qu'il y a une amende. Donc ils préfèrent ça plutôt que d'accueillir et de construire des logements sociaux. Donc, à un moment, ces égoïsmes locaux, il ne faut pas leur donner des moyens, finalement, de les satisfaire. Parce que compter le logement intermédiaire dans le logement locatif social, c'est une erreur. C'est uniquement pour faire plaisir à certains qui ne veulent pas partager et avoir de la mixité sociale dans leur territoire. Donc, première alerte, cette loi SRU. La deuxième, elle concerne l'attribution des logements sociaux. Aujourd'hui, cela a été rappelé, lorsque on attribue un logement social, il y a une commission qui se réunit et qui réunit les principaux financeurs du logement social, c'est-à-dire donc l'État, la collectivité, les collectivités locales et les bailleurs qui attribuent, en fonction des ordres de priorité et des critères d'accès au logement social, ces logements sociaux.
le Premier ministre a indiqué qu'il voulait laisser l'attribution des logements sociaux, la première attribution, aux maires. Attention aux conséquences. Moi, tristement, j'ai été élue à la région Occitanie, dans la commission logement lorsque j'étais ministre. J'avais un certain groupe politique qui m'attaquait régulièrement parce que lorsque j'avais préparé la loi égalité-citoyenneté, je n'avais pas voulu faire droit à un certain nombre d'amendements qui prônaient la préférence nationale. Donc attention à cette vision des choses que je ne partage pas au nom des valeurs de cohésion, de solidarité, de fraternité qui sont dans notre pays. Et attention aussi au clientélisme que pourrait donner ce genre d'attribution. Moi, à la différence de l'intervenant précédent, moi je crois à la décentralisation sur un certain nombre de politiques, d'aménagement du territoire. Je crois à la nécessité de confier un certain nombre de responsabilités aux élus, mais je pense que l'attribution telle qu'elle est aujourd'hui en commission d'attribution avec les financeurs, elle est garante, elle protège les plus vulnérables de nos concitoyens, et ça me paraît extrêmement important de le garder ainsi. Donc, moi, dans les chantiers, dans les travaux que vous mènerez sur ces questions, je vous encourage vivement à regarder cette question de la loi de solidarité, de renouvellement urbain, qui a permis une production extrêmement importante ces dernières années de logements sociaux, qui a permis de remettre de la mixité, de la cohésion dans nos territoires, et d'inviter à renoncer à toute réforme, à toute remise en compte de cette loi qui est pour moi véritablement garante du pacte républicain dans les communes, et notamment les communes les plus tendues, où on a besoin de logements et de logements accessibles. Et puis, puisque j'étais dans les propositions, moi je pense qu'il y a un autre sujet qui est celui de réhabiliter l'acte de construire. Aujourd'hui, lorsque on visite un certain nombre de villes, on entend beaucoup trop d'élus, et pas que d'élus d'ailleurs, hein, de collectifs, de riverains et autres, qui se montent dès qu'il y a un projet de construction de logements pour dire on n'en veut pas, pas ici, pas là. Oui, mais il faut cet égoïsme local que j'évoquais tout à l'heure à propos de la loi SRU, il est valable sur tous les segments de la politique du logement. Parce que si on veut résoudre les sujets de mal logement, de permettre à chacune et à chacun de se loger dans un logement adapté à la taille de son ménage, à ses besoins, dans le lieu de son choix, eh bien, il faut produire sur tous les segments du marché. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une crise de la mobilité résidentielle. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez de logements sociaux, je viens de le dire, mais on ne produit pas aussi suffisamment de logements en accession sociale à la propriété, en accession à la propriété, de personnes qui sont aujourd'hui dans le parc social et qui pourraient partir dans un appartement acquis. On n'encourage pas suffisamment les investisseurs privés parce qu'on a aussi besoin du parc privé et de celles et ceux qui investissent dans le logement pour loger toutes ces 4 millions de personnes que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un effort qui est collectif. Et pour que cet effort collectif puisse fonctionner, on a besoin de retrouver du sens dans l'acte de construire et de ne pas considérer que la construction c'est pas bien, qu'il ne faut pas, qu'il y a trop de logements. C'est pas vrai, les besoins sont là. Et d'ailleurs, pour avoir exercé ces responsabilités-là, le discours sur la baisse de la démographie, donc on a besoin de moins de logements, c'est une vieille antienne d'une certaine administration qui a une vision comptable des choses et qui utilise régulièrement le logement comme une variable d'ajustement budgétaire et fait des économies partout, au détriment d'ailleurs des collectivités locales qui bénéficient aussi de la fiscalité liée au logement, de l'État lui-même qui se prive de ressources
et non négligeable pour financer et participer à d'autres budgets. Donc oui, il faut de la volonté politique, et ça passe évidemment par l'acte, la réhabilitation de l'acte de construire, et en soutenant aussi les élus locaux qui sont particulièrement volontaristes. Parce qu'accueillir de nouvelles populations dans une commune, ça veut dire la création de services d'aménité supplémentaires. Donc il faut aussi encourager à la construction en accompagnant les maires et les collectivités qui font cet effort. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a de plus en plus de réticences. Donc important de travailler là-dessus. Et puis, dans tous ces sujets, lorsqu'on parle de logement, il faut vraiment veiller à avoir toujours présent à l'esprit la mixité sociale et la cohésion des territoires. Pourquoi je dis ça? Parce que, à l'aune de ce qu'on disait sur les réticences pour produire du logement social, on a finalement concentré, paupérisé certains quartiers. Et il faut remettre de la mixité sociale dans ces quartiers. Ça veut dire qu'il y a aussi des dispositifs en politique de la ville qui ont été abandonnés et qu'il faut absolument revoir et remettre sur la table. Bref, le sujet du foncier, la mobilisation du foncier, de la fiscalité est aussi un levier important. Je pense que j'ai largement dépassé le temps qu'on m'avait imparti, mais pour résoudre la question du mal logement, de l'habitat indigne, et donc pour redonner de la dignité aux personnes qui sont victimes du mal logement, pour permettre à ces parcours de vie épanouis, émancipés, ce libre arbitre, finalement, je crois qu'il faut prendre des décisions fortes, courageuses, urgentes, immédiates, qui renoueront et relieront justement les objectifs qui sont les nôtres, à savoir protéger, parce que le logement c'est ça, c'est une protection, c'est un lieu où on se retrouve, c'est de l'intimité, mais c'est aussi un lieu où on peut partager, c'est du lien social, c'est aussi le lieu où on réfléchit, où on se projette à l'extérieur dans sa vie de citoyen. Donc c'est extrêmement important de résoudre cette crise du logement, de l'accès à un logement digne, et elle doit retrouver la place dans les politiques publiques rapidement. À défaut, c'est tout le pacte républicain, c'est tout ce que nous portons qui sera abîmé. La Fondation Abbé Pierre a parlé de bombe sociale. Moi, je crois qu'elle a explosé, cette bombe sociale, et qu'il faut véritablement traduire dans la politique du logement la devise républicaine en actes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Juste, si je me permets une incise, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de manque de logement aujourd'hui dans notre pays, et le secteur du bâtiment que je connais bien annonce une crise fabuleuse parce qu'il n'y a plus de quoi construire. 300 000 emplois qui vont être perdus normalement cette année. Paradoxe. Donc je vous ai parlé de chantier en début de séance. Sur un chantier, bien, on travaille. Donc on travaille chez les francs-maçons avec la parole. Donc mesdames, messieurs, la parole circule. Juste une précision importante. Nous attendons des questions courtes et précises. Avec le suite, je me méfie. J'en ai déjà une, si vous voulez. Il y en a pas. Alors, j'en ai une très courte qui vient d'Internet, si j'arrive à ouvrir ce téléphone que je ne connais pas. Peut-être. Non, j'y arrive pas. Qui concernait la loi Pinel, qui s'arrête a priori en 2024. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est l'adjoint au maire de la ville de Nanterre qui nous posait cette question. Voilà. Au grand maître est adressé, alors je ne sais pas. On va prendre 3 questions par 3 questions. Ça laissera le temps de la réflexion. Il faut un micro. Et il nous manque un micro, messieurs les microtistes. Il est là? Il est là. Oui, oui. Eric? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce débat. Moi, j'ai une question qui va certainement
qui est précise mais qui est aussi large, c'est le sujet de la propriété privée, tout simplement, qui est consacré dans notre Constitution, certes, mais comme vous l'avez dit, dans le préambule de 1946, il est exprimé le droit au logement, et il est possible d'exproprier, il est possible de faire des réquisitions. Donc quand est-ce qu'on va enfin percer cet abcès qui consiste à permettre à certaines et certains d'avoir des logements de plus de 200 mètres carrés quand certains n'en ont pas. Par ailleurs, je connais bien le sujet puisque je suis étudiant au Crous, donc j'ai une résidence universitaire de 18 mètres carrés. Avant, c'était 9 mètres carrés, le minimum légal, puisque des étudiants logent dans 9 mètres carrés. Et il y a souvent des délabrements et des logements qui sont très peu à même de permettre de bonnes conditions d'études. Donc quand est-ce qu'on va arrêter de sacrer la question de la propriété privée et de la titiller un petit peu? Je ne dis pas qu'il faut tout collectiviser, mais je dis qu'il est peut-être pertinent de remettre un petit peu en cause certains sacerdoces. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Une question sur... j'ai le sentiment qu'en fait, ça a été évoqué la loi de décentralisation, et j'ai bien entendu que vous étiez pour la démocratie à tous les niveaux, mais est-ce que quelque part, la planification urbaine, elle ne devrait pas être plutôt au niveau des métropoles, voire peut-être des départements, plutôt que dans les villes? Vous avez évoqué le clientélisme. Et en région parisienne, il suffit de regarder un département de gauche comme de droite, on voit les effets. Et puis, on a toujours cette période à 1 an avant les élections municipales où il y a une espèce de frein général de planification. Ça fait quand même 1 année tous les 6 ans, c'est quelque chose de gênant. Et deuxième question, si je puis me permettre, vous n'avez pas du tout évoqué des éléments qu'on a dans la presse ou qu'on voit passer sur des dossiers qui disent qu'en fait, investir dans le locatif en France sur les revenus du loyer, c'est quelque chose d'extrêmement risqué au regard et que ça ne présente pas un intérêt majeur. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, en fait, dans le privé, le côté locatif ne marche pas très bien en France. Mais je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans le détail. On va laisser nos invités répondre aux 3 premières questions, 3 et demi. Ah, il y a un petit bouton rouge dessous, je crois, au fond. Ça marche là? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, le dispositif d'investissement locatif, dit loi Pinel, mais c'est en réalité un article du CGI. Qu'est-ce que c'était oui, alors effectivement, ça s'arrête. C'est remplacé par rien. Justement, quand je disais d'encourager l'investissement privé, et donc les locataires, enfin les privés à investir dans la pierre pour louer des appartements, ça a aussi un intérêt, parce que le parc privé, il est aussi très important. On a du parc privé conventionné pour loger des personnes. Et puis après, il y a du logement locatif libre dans le privé. Ce que je disais, pour moi, il y a besoin de l'intégralité. Donc quand j'ai créé ce dispositif, qu'est-ce que j'ai voulu faire? D'abord, c'est un dispositif qui s'applique uniquement dans les zones tendues, c'est-à-dire là où il y a un décalage important entre le libre et le parc social, donc pour loger justement les classes moyennes. Et le comble aujourd'hui, c'est qu'on supprime un dispositif qui avait pour objectif de loger les classes moyennes, puisque le prix du loyer était plafonné, donc c'était une forme d'encadrement du prix du loyer, et pour bénéficier du dispositif, pour mettre des locataires dedans, il fallait remplir des conditions de ressources. Donc il était plutôt bien paramétré au départ, et puis là encore, il y a un certain nombre de visions différentes qui ont retouché le dispositif. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis d'augmenter la production de logements intermédiaires, que le Premier ministre veut compter aujourd'hui dans les logements locatifs sociaux, alors que ce n'est pas la même chose. Parce que oui, nous avons besoin aussi d'une offre intermédiaire. Oui.
Mais moi, je trouve que plutôt que de la comptabiliser dans les logements locatifs sociaux alors que c'est une aberration, il valait mieux laisser un dispositif qui fait rentrer de la TVA, qui fait rentrer de l'impôt sur les sociétés à Bercy, qui permet de financer des politiques publiques, même la politique du logement, et qui a permis dans les opérations mixtes qui sont construites dans les territoires de financer aussi dans les opérations d'une certaine manière le logement social sur lequel les marges sont, en VFA notamment sont plus basses. Donc c'est un dispositif qui avait un certain nombre de vertus. D'ailleurs, je sais qu'un certain nombre d'évaluations ont été faites d'abord un peu critiques et puis qui finalement sont en train de revenir un peu là-dessus. Donc il y a vraiment besoin d'agir sur l'ensemble des segments pour répondre à la question, à la dernière question. Pour moi, la question, c'est pas tellement c'est pas le risque aujourd'hui. C'est la fiscalité aussi qui pose un sujet, et de trouver le moyen qui permet de redonner confiance dans l'investissement à partir du moment où le dispositif s'arrête. Sur la planification et sur la décentralisation, moi je disais mes craintes sur l'attribution des logements par les maires. Voilà. Ce qui est la vision du Premier ministre aujourd'hui, qui n'a pas encore été votée, je le redis quand même pour être précise. Moi, sur la responsabilité locale, sur la planification urbaine, c'est déjà le cas, c'est les EPCI, que ce soit métropole, agglo, qui élaborent leurs documents d'urbanisme. Je trouve que c'est intéressant parce qu'ils connaissent, les élus locaux, leur territoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la loi SRU, pour inciter ceux qui ne le font pas à le faire quand même. Moi je dis qu'il faut remettre aussi une incitation pour les maires bâtisseurs, parce que ce qui freine aujourd'hui la production dans les logements, dans les zones tendues, c'est qu'il y a des charges lorsqu'on accueille de nouvelles populations et que les budgets des collectivités, comme le budget du logement, a beaucoup été réduit. Et donc c'est plus de cette manière-là qu'il faut le voir, plutôt que contre la décentralisation ou pour la décentralisation. Je laisse les autres. Ouais. Droit de propriété. Droit de propriété. Mais, une avocate me disait quelque chose d'assez pertinent il y a quelques mois. Elle disait que le droit de propriété, la première propriété de tout être humain, c'est son corps. C'est la première chose que normalement, si on défend le droit de propriété, c'est la première chose qu'il faudrait défendre. Donc, prioritairement, on devrait loger toute personne qui se trouve à la rue ou qui risque de se trouver à la rue. C'est logique. Après, évidemment, on est dans une situation un peu d'excès, enfin un peu beaucoup d'excès, puisque jamais les prix de l'immobilier ont été aussi chers depuis 120 ans, 110 ans, allez. Jamais. Jamais les prix du foncier ont été aussi élevés depuis la Première Guerre mondiale. Et jamais les loyers n'ont été aussi élevés. Mais où va tout cet argent ? Qui ramasse tout cet argent? Sûrement pas l'accédant à la propriété qui va s'échiner à payer ses traites parce que voilà, il a réussi à passer à travers les fourches codines de la banque, et il est à son 33% de taux d'effort, et voilà. Non, c'est pas lui. Sûrement pas celui, je dirais, le propriétaire occupant, qui va voir à la limite, qui peut craindre que son bien perde de la valeur, comme je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça change pour lui? S'il a besoin d'une pièce en plus, elle lui coûtera moins cher si les prix de l'immobilier sont moins élevés. Même ses enfants, ils pourront se loger plus facilement avec l'héritage qui va céder à ses enfants. Vous voyez? Donc on est comme ça dans une logique aussi qui est terrible. On ne peut pas imaginer que le prix du logement baisse. Et vous savez, cette histoire de sentiment de déclassement qui apparemment existe, moi je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler autour de moi, enfin j'en ai entendu parler sur des choses un peu concrètes, mais pas un sentiment psychologique de déclassement. Bon, il faut voir, hein, il doit y avoir quelque chose de...
devrait. Et c'est sans doute aussi un des éléments qui font que, voilà, il faut que les prix de l'immobilier restent au niveau où ils sont. Il ne faut surtout pas qu'ils descendent. Mais je rappelle quand même la question principale, c'est qui gagne de l'argent sur ce logement cher? Et malheureusement, ni le ministère des Finances, ni l'INSEE ne fournissent des données à ce sujet-là. Hein. Pourtant, les milieux d'immobilier ont été florissants, en dehors des petites périodes de crise qu'on a traversées, dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, sur la question, moi je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, effectivement. Bon, le problème, c'est que le maire, il cherche à être élu ou à faire réélire son équipe ou quelqu'un de son équipe, quoi. Donc c'est la reproduction électorale. Et donc on va tout faire pour ceux qui l'ont élu, quoi. Voilà. Et donc voilà, on est dans un système un peu piégeux où l'intérêt général, il disparaît. Bon, et puis sur cette question de l'amortissement. Alors nous, on ne pleurera pas, je vous le dis tout de suite. On ne pleurera pas après la disparition des amortissements, des aides fiscales qui permettent à des pilotes d'avion ou à des chirurgiens d'investir dans le parc locatif. Franchement, hein, nous, on a été même un peu choqués à un moment donné. La contrainte qui pesait sur celui qui investissait, il pouvait même loger ses parents ou ses enfants. C'est-à-dire que la puissance publique aide les gens qui ont déjà un petit peu d'argent, même un peu classe moyenne aisée, même peut-être un peu au-dessus, à investir dans le locatif avec des allègements d'impôts pour loger leurs parents ou leurs enfants. On marche sur la tête, hein. Enfin, c'est clair. Donc là aussi, nous, là-dessus, sur cette question d'amortissement, oui, d'accord, il faut... De toute façon, il y a 3 piliers dans une politique du logement. Il y a le logement social, il y a le locatif privé et il y a l'accession à la propriété. Et on distingue, nous, les politiques du logement en fonction aussi de l'analyse sur la façon dont sont menées les politiques sur ces 3 sujets. On sait très bien qu'aujourd'hui, le logement social, on l'écrase. Et on craint d'ailleurs, à terme, la financiarisation du logement social. À force de serrer la corde budgétaire autour des bailleurs sociaux, on va voir arriver les investisseurs. Ils tournent autour. Les vautours sont là. Ils tournent autour. Et ils attendent le moment pour fondre sur le logement social. C'est ça aussi qui nous pend au nez, là, en ce moment. Voilà. Donc, c'est aussi une alerte un peu générale. Bien sûr, il faut dénoncer ce qui est aujourd'hui le projet gouvernemental sur les PLI, sur les attributions de logements sociaux qui seraient délégués aux maires. C'est le développement du clientélisme et c'est absolument inacceptable. Bon, et puis c'est la liquidation de la loi SRU, on le sait. Maintenant, attention, ce qui va se passer demain, c'est encore pire si on n'a pas une réaction un peu ferme et forte sur ces questions-là. Éric, José. Pas de questions? Bonjour. Vous parliez de droit de propriété tout à l'heure. Le droit de propriété existe dans la Constitution. Badinter, qui nous a quittés, avait dit que le droit au logement était de nature constitutionnelle par l'article 10 et 11. Est-ce que entrer le droit au logement dans la Constitution aurait un intérêt pour les locataires? Et d'autre part, j'aimerais parler de l'encadrement des loyers, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, 30% des bailleurs respectent l'encadrement des loyers. Et donc, c'est une loi qui ne fonctionne pas. L'Allemagne est intéressante parce qu'elle donne, et là on revient sur la décentralisation positive, la mairie de Berlin, par exemple, peut attaquer des bailleurs pour non-respect de l'encadrement des loyers. Et on constate qu'à Berlin, les loyers sont beaucoup moins chers pour les gens et beaucoup plus adaptés. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Moi, je voulais revenir, si vous le permettez, sur la dimension, en fait, la manière d'aborder la chose. Est-ce qu'on pourrait l'aborder plutôt en amont qu'en aval? Parce que l'aval, c'est la demande de logement social.
Dans le déroulé du monsieur qui avait commencé son propos liminaire, il y avait une chronologie en termes de production législative et j'ai cru ne pas percevoir la grande loi d'orientation de 98, donc de lutte contre les précarités. Et réellement, est-ce qu'on pourrait peut-être favoriser plus le rôle des CHRS dans le souci de conférer aux résidents une insertion professionnelle qui pourrait justement leur permettre de demander un logement décent, fut-il un logement privé. Merci. Avec deux. Allez, on va prendre des réponses. Comme l'heure avance. Non, ça y est, troisième. Merci, bonsoir. Je tenais à rebondir sur ce que vient de dire le monsieur. Effectivement, les budgets des CHRS ont été drastiquement revus ces dernières années, au profit justement d'une mutualisation des places et où il n'y a plus du tout de mixité justement au sein des CHRS. Donc moins de budget et moins de mixité sociale. On prend la dernière et puis, vu l'heure, on n'aura pas beaucoup de temps pour en faire une autre série. Question courte, avec une réponse plus ou moins précise, difficile comme réponse, j'imagine. On a parlé beaucoup de la construction pour combler la manque du logement. On a parlé des différents leviers possibles. Et quid de logements insalubres et aussi de l'entretien de parcs locatifs privés et également dans le logement social pour que ce patrimoine ne dégrade pas plus vite que ce qu'il devrait être. Quelle est la situation et quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour améliorer les choses? C'est à vous. Bon. Évidemment, le droit au logement dans la Constitution, hein, mais bon, il y a eu des opportunités, elles n'ont pas été malheureusement saisies. On aurait pu, à un moment donné, ça n'a pas duré bien longtemps, mais quand la gauche était majoritaire au Sénat. Bon, maintenant, et c'est essentiel évidemment pour rééquilibrer un peu les choses. Sur la question de l'encadrement des loyers, des lois en gros qui protègent les locataires dans le secteur privé, elles sont fraudées, quoi. Massivement. Quand vous dites 30% des bailleurs qui ne respectent pas, enfin du logement qui ne respectent pas l'encadrement des loyers, c'est une fraude massive. Enfin, je veux dire, c'est comme si on disait que 30% des automobilistes grillent les feux, quoi. Enfin, peut-être pas à toute proportion gardée, mais enfin, il y a quand même un côté, il y a une petite comparaison à faire. Sur la question de la fraude, donc, je rajouterais que nous, on observe des fraudes au rapport locatif, sur l'encadrement des loyers, sur une mesure que peu de gens connaissent, c'est le gel des loyers à la relocation. C'est-à-dire quand un bailleur reloue à un nouveau locataire, s'il n'a pas fait des vrais travaux d'amélioration de l'habitat, il a interdiction d'augmenter son loyer. On a aussi la surface, la fraude à la surface, la fraude aux normes de décence, etc. Enfin, on en a la fraude sur les congés-ventes ou les congés frauduleux. On a même des expulsions illégales qui sont faites. Les propriétaires qui changent d'assureur pendant que le locataire est parti, qui retrouve ses affaires sur le trottoir. Pour nous, il faudrait effectivement, il y a le modèle allemand, il est intéressant, bien qu'il n'a pas perduré parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a annulé l'encadrement des loyers. Mais il y avait des amendes très fortes qui pouvaient être prononcées contre les bailleurs qui ne respectaient pas l'encadrement des loyers qui avait été mis en place par le Land, de l'ordre de 10 à 12 euros le mètre carré, pas plus, pour vous donner... Enfin, à Paris, on est à 30 euros, etc. Et il y a très peu de villes en France, peut-être Saint-Étienne, où on est à ces niveaux-là, de 10-12 euros. Donc, on devrait mettre en place, là, ça sera un travail au niveau, au moins de l'intercommunalité, un service de contrôle, des rapports locatifs, qui soit chargé à la fois des questions d'insalubrité, qui
qui soit chargé justement de vérifier que le bailleur il entretient son bien, et s'il ne peut pas, etc., l'orienter vers des structures l'ANA ou je ne sais pas quoi, enfin des structures qui vont aider le propriétaire s'il a des petits revenus à réhabiliter son bien, bon, pourquoi pas. Mais aussi à contrôler que un coup de téléphone, oui, mon propriétaire, machin, machin, et voilà, il y a un service qui vient voir. Aujourd'hui, le locataire, il doit saisir le juge. Alors vous imaginez, il y en a pour des mois de procédure. Il a le temps de se retrouver à la rue, avec des congés représailles qui vont lui tomber dessus, etc. Voilà. C'est ça que je voulais juste dire, que c'est une hypothèse, en tout cas, sur laquelle il faut travailler dans l'avenir. La ville de Paris a commencé d'ailleurs à faire un peu le travail là-dessus, c'est bien. Et il faut continuer et élargir en fait le champ de contrôle si on veut que les locataires ne se fassent pas arnaquer, si on veut que les lois qui ont été votées soient appliquées, eh bien, il faut mettre en place un système de contrôle et de sanction. Je vais répondre sur la question de l'habitat dégradé, du vieillissement et de la dégradation du parc. Effectivement, là aussi, les situations sont assez diverses. Quand il s'agit d'un propriétaire occupant dont l'habitat se dégrade, quand il s'agit de bailleurs ou de copropriétés, évidemment, les situations et les moyens financiers ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on voit des situations disparates avec des idées, des moyens pour le coup qui étaient plutôt positifs. Dans la loi de finances de 2024, si j'avais dû donner un point positif au budget logement, je l'aurais mis sur la rénovation justement. Parce que les moyens ont été améliorés, accentués. Sauf que, vous l'avez peut-être noté, compte tenu des perspectives de croissance pour l'année 2024, le gouvernement a annoncé un coup de rabot de 10 milliards d'économies supplémentaires sur la loi de finances qui a été votée par le Parlement en décembre. Et dans ce rabot, il y a MaPrimeRénov' notamment qui va être encore amoindrie. C'est un vrai, c'est dommage parce qu'il fallait maintenir un haut niveau financier pour aller vers de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat, pas se contenter uniquement de la question énergétique et thermique, mais aller davantage sur des rénovations plus globales, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui montre que MaPrimeRénov', c'est pas assez global en termes de rénovation, donc déficience en termes de politique. Et puis, lorsqu'on est sur des grands ensembles, sur les copropriétés dégradées, là, pour le coup, il y a vraiment un besoin financier qui est extrêmement important, un modèle économique qui n'est pas forcément toujours trouvé dans ces copropriétés dégradées, et un reste à charge pour les propriétaires, occupants notamment quand ils sont en situation de précarité, qui est trop important. Donc là aussi, il y a un chantier à mener sur ces questions-là. Il y a un projet de loi qui est en débat en ce moment sur les copropriétés dégradées au Parlement. J'espère qu'il aboutira avec des moyens et des solutions. Un petit bémol sur le parc social. Le parc social était beaucoup mieux entretenu. C'est la Fondation Abbé Pierre qui le dit dans son dernier rapport. Mais je crains que, compte tenu de ce que j'expliquais tout à l'heure sur la réduction de loyer de solidarité, sur la ponction de 2,3 milliards par an sur les bailleurs, on le voit sur l'effort de construction, mais on le voit aussi malheureusement que ça pèse sur l'effort de rénovation. Chers amis, la dernière prise de parole, surtout pas de conclusion sur un tel sujet, sera celle de notre très cher frère Guillaume, notre grand maître du Grand Orient de France. Frère, tu as la parole. Madame la ministre, chère Sylvia Pinel, cher Jean-Baptiste Ayrault, cher Michel Barthès, mesdames, messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, oui, évidemment, on ne peut pas conclure une telle séance de travail par quelques mots, ne serait-ce que parce que ce sujet de la dignité humaine
et du logement est un sujet, est un travail qui va nous amener encore à de longs travaux et certainement des réflexions dans les loges symboliques du Grand Orient de France, dans les conférences publiques comme nous l'organisons ce soir. Je voudrais, à ce moment de mon intervention, vous redire que je crois que la première indignité humaine, c'est celle de devoir tenter de survivre dehors, dans le froid, dans un environnement hostile. Et permettez-moi, en cet instant, d'avoir évidemment une pensée pour celui qui, il y a 70 ans, lançait le 1er février 1954 un appel au secours. 70 ans après, alors qu'en 1954, il expliquait à la radio qu'il y avait 2000 sans-abri qui mouraient dans le froid dehors, eh bien, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2024, il a été recensé 3500 sans-abri à Paris, soit, et d'ailleurs, plus de 16% par rapport à 2022. C'est dire que dans la puissance économique qu'est la France, on est toujours en train de se féliciter de ce que nous représentons avec nos entreprises, les dividendes versés aux actionnaires, la richesse, la créativité de nos entrepreneurs. Eh bien, c'est dire combien nous avons reculé sur ce terrain-là. Nous avons reculé, nous n'avons pas progressé. Et oui, le logement est un besoin primaire. Respirer, boire, manger, ce sont des besoins primaires, mais se protéger du froid et de la chaleur, être en sécurité, et ça a été rappelé tout à l'heure, être en sécurité et pouvoir dormir en sérénité, ce sont des besoins primaires. Et c'est donc pas étonnant, évidemment, que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ce droit au logement soit rappelé et qu'il constitue d'ailleurs des droits créances des États, des droits créances des États vis-à-vis de leurs habitants. Or, ce que nous constatons, c'est que le logement est devenu une marchandise alors qu'il devrait être un droit de l'homme avant tout. Et puisque le thème de ce soir était évidemment de parler de la dignité humaine et du logement, mais également de la fabrique du citoyen, j'aime à rappeler, et je le fais très souvent ici à ce pupitre, la citation de Ferdinand Buisson qui disait que le premier devoir de la République, c'est de faire des républicains. Comment fabriquer des citoyens lorsque des hommes, des femmes, des enfants ne sont pas logés, ne sont pas en sécurité, ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas se protéger du froid? En réalité, c'est plutôt la fabrique du séparatisme qui est en route. Et donc, on peut reconnaître, évidemment, et ça a été rappelé ce soir, qu'il y a des dispositifs solidaires. Et je veux ici saluer l'initiative de la Ligue de l'enseignement à Perpignan, celle aussi et le rôle fondamental qu'a joué l'association Droit au logement. On veut saluer, le Grand Orient de France salue ici vos militantismes essentiels pour la progression de nos idéaux républicains. La Rochefoucauld
Liancourt disait en 1790, je cite, « Là où il existe une classe d'hommes sans subsistance, là existe une violation des droits de l'humanité et l'équilibre social est alors rompu. Aussi, il appartient, je le crois, à notre République d'être à la hauteur de sa dimension sociale. Et évidemment, les francs-maçons du Grand Orient de France seront là pour rappeler, comme on le fait ce soir lors de cette conférence publique retransmise en direct sur Internet, de rappeler que c'est le rôle des politiques publiques de construire la République sociale, de la construire, de la fortifier. C'est la condition nécessaire pour la survie du pacte républicain. Et évidemment, les récentes annonces sur la loi SRU sont très inquiétantes. Et de la même façon, ça a été rappelé tout à l'heure, le décret de juillet va, cette fois, lui, graver dans le marbre le logement indigne. Alors, je le crois, cette soirée, qui s'inscrit dans ce cycle des dignités humaines, qui fait écho à celle que nous avons faite sur la précarité étudiante, mais également sur les conditions de détention des prisonniers en France, qui sont, nous l'avons rappelé lors des derniers chantiers de la République, dans des situations inacceptables dans une République telle que la nôtre, eh bien je crois que ce chantier de la République, une nouvelle fois, fait écho sur les manquements de la République vis-à-vis de ses citoyens, vis-à-vis de ses enfants. Et donc les francs-maçons du Grand Orient de France seront là pour rappeler au pouvoir public leurs devoirs, et notamment à l'heure où, et ça a été dit, on parlait de Perpignan, certains et certaines parlent de préférence nationale. Qu'est-ce que cela signifiera dans une République qui serait dirigée par ces odieux personnages? Certains, d'ailleurs, veulent remettre en cause des droits fondamentaux tels que le droit du sol. Et je crois que ces fondamentaux républicains, ce sont ces fondamentaux-là qui font nation, qui font république, qui font que nous sommes des hommes, des femmes, des enfants, avec le même engagement les uns vis-à-vis des autres. Et donc le fait de laisser sur le chemin ces hommes, ces femmes sans logement, c'est, je crois, un péril pour l'unité républicaine. Alors, avant de vous remercier pour cette soirée, je voudrais vous remettre, chère Sylvia, cher Jean-Baptiste, cher Michel, la médaille du 250e anniversaire du Grand Orient de France, qui est une obédience d'engagement. Et je crois que nous l'avons démontré ce soir. Et donc c'est un plaisir de vous remettre cette médaille du 250e anniversaire de l'appellation Grand Orient de France. Merci à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever pour accompagner la sortie de notre grand maître et de nos invités. Merci à vous. Allez. À tout de suite, il vient de... Donc, je vous dis à tout de suite. On revient. Allez, allez. Je profite de cet instant pour vous rappeler et vous inviter déjà au mois prochain, puisque le thème des chantiers sera l'eau comme bien commun. Voilà. Nous vous remercions tous pour votre participation. Bon retour, bonne soirée et merci.